Bonsoir à tous. Nous, on va débuter donc ces deux séances de table ronde qui sont sur le thème, donc, enfin, le sujet qu'on a choisi, pardon, jour de match, jour de fête. Je propose aux intervenants de la première table ronde de s'installer sur place. Ces tables rondes ont été organisées dans le cadre de, enfin, en résonance avec l'exposition actuelle qui a lieu à la Cité d'Architecture juste au-dessus. Donc, c'est une exposition qui s'appelle « Il était une fois les stades », qui retrace en fait une histoire, la réapparition de l'architecture du stade de l'entre-deux-guerres à nos jours, dont je suis le commissaire de cette exposition. Je propose Claude Boly, qui va donc introduire la première table ronde. Christian Bromberger, qui va également participer à cette première table ronde. La première table ronde va être axée en fait sur une sorte d'état des lieux, ou bien regarder le stade, ce qu'il est devenu. Disons que les stades en France sont réapparus environ dans l'entre-deux-guerres, et sur ces un peu plus de 100 ans, comment le stade s'est transformé par rapport à ses usages successifs. Nous avons donc trois intervenants qui sont Christian Bromberger, que je pense Claude va présenter très bien, Christian Bromberger, Michael Delépine et Sébastien Louis, que je ne vois plus, s'il est là. Et vont donc échanger. Dans un premier temps, vont présenter, en fait, vers des petites présentations d'une dizaine de minutes. Et ensuite, il y aura un échange, justement, sur ces questions de la transformation du stade, de la place que le stade a pris, en fait, dans nos villes, dans nos sociétés, et comment l'architecture a répondu à ces usages. Je vais pas être trop longue parce qu'en fait, on a quand même beaucoup à faire et la deuxième table ronde aussi méritera énormément de place également. Je souhaiterais vraiment remercier Claude Boly, que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an et demi lors de la préparation de l'exposition au Musée national du sport, qui m'a accompagnée en fait sur la préparation de cette table ronde et double remerciement puisqu'il accepte aussi de faire la modération sur cette table ronde. Claude Boly est un historien et sociologue du sport. Il est responsable scientifique du Musée national du sport à Nice. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, Aller la France, Manchester United, L'invention d'un club ou Football, le triomphe du ballon rond, et plus récemment d'un ouvrage qui, je pense, fera référence, L'Olympisme, une histoire du monde qui retrace 130 ans d'histoire des JO. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'accueillir ici et il m'a permis en fait de concevoir en fait ces tables rondes avec son expertise de l'histoire du sport. Donc je laisse la parole maintenant à Claude. Très bonne présentation. Merci. Merci Émilie pour ces propos. Je ne vais pas dire, je vais rougir, mais presque. Je vais verdir. Voilà. Écoutez, je suis vraiment content, je suis ravi d'être parmi vous et je suis ravi d'être ici. Celui, je ne connaissais pas du tout et pourtant je suis parisien. Et voilà, donc le sport nous mène à tout. Bon, s'interroger sur les stades, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours interpellé. Je me souviens encore il y a quelques années, mon ami Eric Cantona disait que le stade est presque aujourd'hui le dernier lieu de fraternité absolue ou de joie collectivement partagée. Et bien sûr, il a entièrement raison. C'est vraiment une petite facette du sport, parce que du stade plutôt. Parce que quand on s'intéresse au stade, il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs domaines qui croisent à la fois l'histoire, l'anthropologie, l'économie, etc. Rapidement, je vous donnerai quelques aspects, quelques caractéristiques pertinentes d'une analyse sur le stade. Le stade, qu'est-ce qu'on y trouve quand on s'intéresse au stade? On y trouve déjà l'un des ressorts du fait sportif. Ça veut dire ce sur quoi repose la passion sportive, le spectacle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on s'intéresse au stade, le stade, c'est aussi l'expression d'un élan patriotique
D'ailleurs, hein, on pourrait remarquer hein, l'utilisation, l'usage hein, du stade hein, dans les régimes totalitaires, hein, dans les régimes fascistes, etc., avec l'idée du stade monumental. Ensuite, un troisième aspect qui peut être aussi assez pertinent, quand on parle du stade, hein, pour moi, hein, le stade, c'est ce que j'appelle le lieu du lien. Le stade, hein, ça permet aussi hein, d'embrasser une population, une communauté qui se crée, qui s'invente. Donc le stade, hein, c'est aussi ce qui a remarquablement montré, hein, vous l'entendrez tout à l'heure, Christian Bomberger, hein, sur cette idée hein, de partisanerie affichée, hein, chorégraphiée, surreprésentée même quelquefois. Voilà. Ensuite, le stade, c'est aussi une des caractéristiques hein, qui permet d'être une espèce de miroir de la société. Hein, à travers le stade, hein, on peut y voir hein, les aspects sur la virilité, hein, sur le racisme, la misogynie, hein, sur l'humour, hein, la tricherie, hein, comme a si bien montré Christian Bomberger, sur les facettes qui nous rapprochent tous. Le stade aussi, hein, pour avoir travaillé sur ce sujet, hein, c'est aussi l'une des facettes hein, de la société urbaine, de la ville. Hein. D'ailleurs, hein, une petite parenthèse, la France est assez singulière hein, dans ce point de vue-là, puisque on a la particularité, nous Français, d'avoir presque un stade, une ville. En Angleterre, par exemple, dans la plupart des grandes villes, hein, je prends Manchester, je prends Londres, je prends Birmingham, ce sont des villes où il y a minimum 2 clubs, 2 stades. Voilà. Ensuite, le stade, c'est aussi aujourd'hui, hein, je dis le stade, c'est aussi porter un regard sur la considération écologique. Hein. Voilà. Qu'est-ce que les architectes, hein, je pense qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'entendre hein, un architecte, hein, qu'est-ce que les architectes peuvent faire pour jouer un rôle effectif hein, dans cette idée de sauvegarde de la Terre. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi hein, et heureux de m'entourer hein, d'éminents personnalités du monde universitaire, hein, Christian Bomberger, Michael Delépine, Sébastien Louis. Alors, chacun d'eux vont apporter hein, ce regard pointu, hein, ce regard intéressant, ce regard aussi vivant sur les enjeux autour du stade. Donc, rapidement, je vais essayer de présenter nos intervenants. Donc, Christian Bomberger, je pense qu'on ne le présente pas rapidement. Christian Bomberger, professeur émérite d'anthropologie à l'Université d'Aix, où il fonde de 88 à 2006 l'Institut d'ethnologie méditerranée et comparative. Surtout Christian Bomberger, c'est en France, hein, c'est l'un des pionniers, hein, sinon le pionnier dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine de l'ethnologie, sur le football, sur la passion sportive, sur la partisanerie. Voilà. Donc pour moi, je suis à la fois heureux, en plus, Christian Bomberger, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie, puisque j'ai rencontré Christian il y a une vingtaine d'années au London School of Economics, et c'est Christian qui m'a donné cette envie de travailler sur le football, et en particulier hein, de travailler sur le football à Manchester. Donc je profite hein, pour ce clin d'œil à Christian Bomberger. Sébastien, lui, il a la particularité, mais vous verrez tout à l'heure, la particularité d'être un chercheur, d'un acteur engagé, d'un supporter, d'un ultra engagé. Donc, je pense qu'on va dire, Sébastien a épousé son terrain. Hein. Il a fait du stade, il a fait de son terrain de recherche quelque chose de particulier, de singulier. Et vous verrez hein, dans ses propos hein, comment il faut absolument distinguer un supporter d'un ultra. Donc, vous verrez une définition assez pointue hein, sur cette caractéristique du mot ultra. Michael Delépine, je l'ai connu il y a presque une quinzaine d'années. Michael travaillait sur le stade de Colombes
une recherche poussée sur le stade de Colombes. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, le sport français a perdu, pour moi, une des grandes figures du rugby, André Boniface, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et aussi d'échanger à plusieurs reprises. Quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais beaucoup, et de temps en temps, je l'avais au téléphone. André Boniface me parlait de Colombes. Et à chaque fois quand il me parlait de Colombes, j'étais comme un petit gamin, quoi. Il me faisait rêver, il me parlait de Colombes, il me parlait du tunnel, il me parlait des matchs France-Angleterre, il me parlait de ce stade où on sortait d'un tunnel comme une espèce de taupe, on sortait, on voyait la foule. Il me parlait de l'engouement même de la ville de Colombes. Et si vous avez l'occasion de lire, hein, j'espère que vous aurez l'occasion de lire les travaux de Michael, vous verrez un petit peu comment s'est construit, hein, ce mythe de Colombes, et puis surtout comment ce stade aujourd'hui, hein, figure et encore fait partie de ce qu'on peut appeler, hein, une espèce de patrimoine, hein, architectural du sport français. Donc je vais laisser mes intervenants parler non seulement de leur sujet, et puis surtout, hein, de dire en quoi le stade peut nous révéler, hein, peut questionner, hein, sur notre société, l'avenir de notre société, le passé également, l'architecture et également comment à travers le stade, hein, on a une vitalité, hein, qui se fait grâce à la chorégraphie des supporters. Et quels sont les enjeux aussi du stade, et puis qu'est-ce qu'on attend, hein, en spectateur, chercheur de l'avenir du stade. Donc voilà. Merci. Voilà, donc on va commencer par Christian Beaumervier. Oui, alors je voulais vous dire que le stade, c'est le symbole du sport, c'est-à-dire de l'égalité dans la concurrence. Il aura fallu le 19e siècle pour que renaissent les stades où triomphe le meilleur. Oui, parce qu'il y avait déjà eu une ébauche des stades dans la Grèce antique. Et Hegel notait qu'il y avait, si vous voulez, cette liberté et cette égalité qui commençait à exister dans la Grèce antique. Donc, c'est les stades où triomphe le meilleur, quel que soit son milieu social d'origine. Aurait-on pu concevoir un stade où s'affrontent serfs et chevaliers? Sans doute pas. Alors, deuxième remarque, c'est que les jeux traditionnels se pratiquaient dans des espaces non spécifiques. La place publique pour le calcio fiorentino, le terrain entre deux villages ou portions de village pour la soule ou le folk football. Mais il faut voir aussi que les stades, quand ils ont été créés, souvent par des patrons de l'industrie, étaient conçus comme des alternatives au bistrot et à la délinquance. Ainsi, lit-on dans l'Effort, le journal de l'usine Berliet, au lendemain de la Première Guerre mondiale, que le sport et le stade sont les meilleurs réactifs contre les distractions funestes et particulièrement contre le cabaret. Ce en quoi, d'ailleurs, les auteurs de cette remarque se sont profondément trompés. Ce rôle des notables industriels, donc leur évergétisme monumental, doivent être notés. Ce sont eux qui ont pourvu les localités en stade avant qu'en France et en Italie, ces stades ne deviennent municipaux. San Siro de Milan a été créé en 1926 à l'initiative de l'industriel Pirelli. Amédée Prouveau, donc, qui dirigeait qui était le patron du peignage de la laine, a créé le stade de Roubaix, et c'est là que le club olympique Roubaix-Tourcoing remporta le championnat de France en 1947.
Il faut aussi souligner, dans cette généalogie des stades, le rôle du fascisme en Italie, mais aussi en Argentine, qui furent des artisans d'une vaste diffusion du sport, symbole de virilité. Ce monument carré à l'anglaise, mais les stades à l'anglaise étaient auparavant elliptiques, ou elliptiques selon la tradition latine, se prête aussi par sa structure à la propagande locale ou nationale. L'utilisation du stade de Berlin par Hitler lors des Jeux olympiques de 1936, le projet nazi d'un immense stade pouvant accueillir 400 000 personnes, montre le rôle symbolique que peut jouer un stade sur le plan politique ou pour consacrer un événement exceptionnel. Accueillant un important public dans un monument fermé, il est plus modestement le lieu des meetings électoraux. Je vous rappelle par exemple le rassemblement au stade de Charletti en 1968 et plus récemment le meeting qui tient Ségolène Royal en 2007. Mais le stade est aussi un espace fermé. À ce titre, il peut être transformé en un lieu d'emprisonnement, comme ce fut le cas dans le stade de Colombes. Alors excusez-moi de parler de Colombes alors que j'ai à mes côtés quelqu'un qui est spécialiste de ce stade, surnommé le camp des indésirables, où furent en 1939 regroupés des étrangers, dont des Allemands et des Autrichiens ayant fui le nazisme. Plus près de nous, ce fut aussi le cas à Santiago du Chili, après le coup d'État de Pinochet en septembre 1973. El Estadio Nacional devint alors un centre de détention, de torture et d'exécution. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire. Même scénario à Raqqa, où l'État islamique transforma le stade en prison et les vestiaires en geôle. Dans des sociétés, quatrième point, dans des sociétés de plus en plus guindées, qui regroupent le stade, qui regroupent un public surtout masculin, on peut au stade se relâcher, dire des gros mots pour conspuer l'adversaire. On y retrouve ses pairs pour le loisir. La sociabilité y trouve sa pleine mesure. C'est aussi un espace où s'exprime un sentiment de communauté régionale ou nationale, mais c'est également un espace marginal où les comportements tranchent avec ceux de tous les jours. C'est ce que Norbert Elias dit du sport, s'applique aussi au public dans les stades. A controlled decontrolling of emotions. Ce décontrolling franchissant des normes acceptables chez certains supporters. C'est aussi un espace dont on se souvient pour y avoir éprouvé de fortes émotions à l'occasion d'un match extraordinaire. C'est un lieu de mémoire individuelle, mais aussi collective. Cinquième point, les stades sportifs se sont au fil du temps spécialisés. Les premiers stades anglais où ne se pratiquait que le football comportaient des tribunes en bois où se regroupaient les spectateurs qui assistaient aux matchs debout. Puis les stades construits en béton associèrent plusieurs disciplines. Pour ne prendre qu'un exemple, le stade de Marseille, fondé en 1937, mais Madame Regnault me disait que le projet était bien antérieur, comportait pour la plupart, comme la plupart des stades à cette époque, une cendrée pour l'athlétisme et une piste cycliste. La cendrée disparut en 1971. La piste cycliste fut recouverte de gradins appelés avancés. Le stade, jadis omnisport, puisque l'on y pratiquait des courses de lévrier, de moto, des concours d'athlétisme, voire de pétanque, a perdu sa vocation sportive universelle. Il est consacré au football, voire épisodiquement au rugby, jadis à 13, aujourd'hui exclusivement à 15, ou à quelques spectacles exceptionnels, des chanteurs célèbres ou des messes dites par le pape. La structure du stade, sixième point, quelle que soit sa forme, est particulière. C'est une masse en anneaux, selon l'expression d'Elias Canetti, un espace panoptique singulier, où l'on voit une pratique. La visibilité est un principe constant de l'architecture des stades, tout en étant vu
par les autres spectateurs. Les démonstrations spectaculaires des supporters qui se regroupent dans les virages sont vues par les autres spectateurs et le coup de génie des supporters les plus démonstratifs, les ultras, est d'avoir détourné le regard vers leur tribune alors que l'on vient regarder un match. Les réalisations spectaculaires exhibées au début des matchs, les tifos, témoignent d'une recherche esthétique qui attire le regard, voire fascine. 7e point, si le stade célèbre la libre concurrence entre athlètes et équipes, la concorde dans la liesse, la ségrégation sociale réapparaît cependant quand on prend en compte le financement des uns et des autres, des athlètes et des équipes, les protestations régionalistes qui sont couvertes par l'anonymat, ce qui est un impératif dans les régimes totalitaires. Et si l'on tient compte aussi de la répartition des spectateurs dans l'enceinte sportive. Sans doute, nul système prescriptif n'assigne aux uns et aux autres un emplacement particulier, comme lors des Jeux antiques, quand Auguste faisait décréter par le Sénat que le premier rang des banquettes devait être réservé aux sénateurs, que les soldats devaient être séparés du peuple et que les plébéiens mariés devaient occuper des gradins spéciaux. Pour nous en tenir au stade dans le monde contemporain, deux logiques façonnent simultanément les foules sportives. L'une reproduit, voire accuse, l'ordre social quotidien. L'autre s'en départ en s'affranchissant temporairement des normes habituelles. J'aurais pu là vous raconter un peu ce qui se passait dans le stade de Marseille. Mais les virages étaient naguère appelés les populaires. On y assistait au match debout. À Marseille, par exemple, on distinguait le virage nord, représentant les quartiers nord de la ville avec une majorité d'ouvriers, des cols bleus, et le virage sud, représentant les quartiers sud, où se regroupaient surtout des employés, les cols blancs. Il faudrait aujourd'hui rebaptiser ces populaires et les dénommer les juvéniles. Ce sont en effet les virages qu'occupent les supporters ultras, et la répartition des virages n'est plus fonction d'une logique sociologique, mais de l'ancienneté et de la force démonstrative d'attachement à son club. Ainsi, à Marseille, les South Winners, donc, qui sont originaires des quartiers nord de la ville, où se trouve leur siège. Néanmoins, ils se sont installés dans le virage sud, le plus chaud du stade. Donc, si vous voulez, on a un changement de géographie du stade, dans la mesure où maintenant, c'est le degré d'engouement qui implique la position géographique dans le stade. Et alors, d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en contrebas du virage et en position marginale, se regroupent les has-been, les retraités du supporterisme ultra, les vecchie guardie, comme on les nomme en Italie. 8e point, et je vais m'arrêter là, quel sera l'avenir des stades ? La situation en France, mais aussi en Amérique latine, tranche avec ce qu'elle est dans les autres pays européens. Ici, les stades sont propriété communale, à quelques exceptions près. Auxerre, Ajaccio, plus récemment Lyon. Là, ailleurs en Europe, sauf en Italie, qui connaît une situation similaire à celle de la France, les stades appartiennent dans leur ensemble aux clubs. Ces clubs sont pour la plupart détenus par des groupes ou des personnalités économiques. Cette métamorphose donc, du statut des clubs s'accompagne d'un changement d'ambiance dans les stades. Aux chants et aux chorégraphies symbolisant l'attachement des supporters à leur équipe se substitue progressivement une atmosphère plus feutrée, orchestrée par de la musique enregistrée et par un animateur à la voix chaleureuse. Écho de cette transformation des stades, ceux-ci changent de nom, alors qu'auparavant ils évoquaient la ville ou le nom d'un de ses héros ou fondateurs, voire d'un quartier de la ville. Orange Vélodrome a remplacé le stade Vélodrome de Marseille.
Matmut Atlantique a remplacé Chabandelmas de Bordeaux. Allianz Rivera, le stade du Ray à Nice. Decathlon Arena a remplacé Grimont-Pré-Joris et Pierre-Mauroy à Lille et Villeneuve d'Ascq. J'en passe et des bien pires. À ce discrédit verbal s'ajoute un discrédit situationnel. Les stades qui étaient souvent, comme à Buenos Aires, à l'intérieur de la ville, sont périphérisés, repoussés vers des banlieues obscures. Cette modification du stade va de pair, aspect plus positif, avec une dévirilisation de cet espace. Le public féminin, lors des matchs, tout comme la croissance et le succès du football féminin professionnel, augure de stades où la passion sportive sera mieux partagée. Merci. Merci beaucoup. On va laisser les intervenants et ensuite on posera des questions. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai notamment travaillé sur le stade de Colombes et plus globalement sur d'autres stades aussi, puisque bien évidemment quand on s'intéresse à un équipement de ce type, il y a tout un travail de recherche à faire pour tenter de comparer un petit peu ce lieu avec les autres. Alors pour introduire un petit peu mes propos, j'avais envie de revenir sur le chemin parcouru en fait depuis un certain nombre d'années. Et quand j'ai commencé moi mon travail doctoral, l'un des premier article sur lequel j'ai travaillé, c'était l'article d'Alain Ehrenberg, « Aimez-vous les stades ?», qui date de 1980. Et finalement, il y a donc je trouve, jusqu'à cette exposition, aujourd'hui, il était une fois les stades, de la Cité de l'Architecture, il y a finalement quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est de voir comment en 45 ans, 40 ans, c'est aussi beaucoup, c'est long, et bien finalement cet objet un petit peu obscur, cet objet qui était finalement sans doute pas estimé à sa juste valeur, est devenu un espace central au point que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine justement s'y intéresse. Alors, chemin parcouru, et il suffit aujourd'hui de regarder Feu, l'officiel des spectacles, je ne sais pas d'ailleurs si l'officiel des spectacles existe encore, pour constater à quel point, en cette période de Jeux Olympiques, justement, le sport est sous les feux de la rampe, et notamment les stades. Il y a un nombre d'expositions en ce moment à Paris, en banlieue, dans d'autres localités en France, qui évoquent justement la thématique sportive, et pour lesquels finalement le stade est ou présent dans le nom, comme si finalement par un seul mot, stade, on a évoqué l'ensemble de la question sportive, ou finalement aussi avec des liens parfois un petit peu indirects. À mon sens, c'est un juste retour des choses, et Christian Bromberger l'a évidemment très bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'on est face à une construction qui longtemps a été peut-être méprisée, ou en tout cas réduite à ses aspects et à ses heures les plus sombres. Dans les médias, pour un certain nombre de personnes peu intéressées par la chose sportive, le stade, c'est la violence, donc le SL. Le stade, ce sont les catastrophes, Furiani. Et c'était déjà le cas avec les catastrophes, par exemple, de Glasgow à la fin du 19e ou au tout début du 20e siècle. Le stade, c'est forcément, pour un certain nombre de personnes, l'embrigadement des masses, la logique d'enfermement, avec ce qu'illustre, par exemple, le stade de Colombes, puisque dans cette Troisième République, du début de la guerre, en septembre 1939, en effet, des ressortissants allemands et autrichiens ont été rassemblés, pour beaucoup ayant fui le nazisme, et ils ont été rassemblés pour que des enquêtes aient lieu par, ici, un État qui était un État républicain. Les stades, ce sont aussi ces exécutions en Afghanistan notamment. Alors pour autant, évidemment, le stade, ce n'est pas que ça. Le titre de cette intervention, ou plutôt de cette table ronde, c'est aussi jour de fête, et c'est sans doute ce qu'il va falloir évidemment rappeler dans nos différents échanges. Il est donc temps non pas de réhabiliter le lieu stade, mais plutôt de tenter de le comprendre sous toutes ses dimensions. Moi, j'avais envie de rappeler ici 3 éléments, en fait, resituer un petit peu historiquement l'espace stade, d'abord, par rapport à un questionnement historique. Si l'histoire du sport
a longtemps été mineur, quelque peu là aussi snobé, en tout cas c'est ce que rappelaient beaucoup de précurseurs de cette histoire du sport des années 70 ou 80. On peut dire que l'histoire des stades finalement c'était une thématique ou un champ marginalisé au sein d'une discipline histoire du sport elle-même un petit peu snobée ou considérée comme mineure. Il y a des travaux pionniers. Pourtant, j'ai cité l'article d'Alain Ehrenberg en 1980, mais il y a aussi une multitude d'articles ou de recherches qui ont concerné les stades olympiques, l'article de Thomas Schmitt en 1986, évidemment les travaux de Pierre Arnaud autour des équipements sportifs, un livre qui, moi, m'a évidemment guidé dans mes premiers travaux de recherche, à la fois parce qu'il s'agit de Colombe, mais parce que c'est aussi un ouvrage sur l'ensemble du lieu stade. C'est un livre qui avait été publié en 1993 par le Musée d'art et d'histoire de Colombe. Et puis évidemment les travaux en patrimoine sportif, en architecture sportive d'Antoine Lebas. Un peu plus tard, d'Elisabeth Légermain autour du complexe sportif de Gerland et de l'ensemble de la politique lyonnaise en matière de stade. Évidemment, plus récemment, Stéphane Meyer, Daphné Bols pour les arènes totalitaires, Robert Lewis et bien d'autres. Donc il y a une certaine richesse, évidemment historique, mais qui a été lente quand même à apparaître, comme si le stade était finalement pas toujours considéré comme un véritable objet d'histoire. La longue bibliographie, elle est peut-être venue d'autres champs de recherche, d'autres sciences humaines, et notamment autour de cette question des publics sportifs, du supporterisme. Christian Boron-Berger, bien évidemment, des visions parfois un peu plus radicales de Marc Perelman ou Jean-Marie Brome, mais qui ont au moins eu le mérite de se questionner aussi sur le lieu stade. Et puis, bien évidemment, une génération, Nicolas Orcade, Ludovic Lestrelin, Sébastien Louis, sur les rapports des supporters au stade. Ne négligeons pas non plus le rôle des beaux livres, de ces fabuleuses histoires d'eux. Tous ces livres publiés par des amateurs de sport qui ont voulu, par des photos, avec peut-être parfois une part liée au texte un petit peu plus limitée, mais qui ont finalement aussi révélé déjà la beauté de ces lieux, qui ne sont pas que des lieux d'enfermement, qui sont des lieux qui ont évidemment une beauté architecturale ou pour le stade de Colombe un peu différente à travers les souvenirs de ceux qui ont pu contribuer à son histoire, et qui ont eu le mérite d'éveiller justement ces différentes réflexions et de rappeler évidemment la richesse de ce lieu sport, de ce lieu stade, pardon. Second point, c'est de tenter d'expliquer ici que le stade est un objet historique. Claude Boly le rappelait tout à l'heure, on a souvent le réflexe aussi en histoire du sport de se dire, voilà, le sport peut être un miroir de nos sociétés. Le stade, dans cet aspect, est aussi souvent abordé comme le reflet d'une époque. Donc on va tenter de lire parfois dans le comportement des publics sportifs, dans les architectures finalement, un élément qui donnerait ou qui aiderait à mieux comprendre une période, une ville, un pays, des faits. Pourtant le stade en lui-même finalement est un objet d'étude. Plus que l'objet, c'est finalement la qualité des questions historiques ici qui crée finalement l'intérêt. Et comme d'autres historiens du sport, on a aussi l'habitude parfois de subir un regard un petit peu interrogateur quand on s'interroge à ce champ particulier. Moi, je pense que si j'avais fait mon sujet de thèse sur une cathédrale, sur un château, sur une usine, je n'aurais sans doute pas eu toutes ces questions, et la première étant sur un stade. Une thèse sur un stade qui n'existe presque plus. Alors là, c'était vraiment quelque chose de supérieur et qui intriguait un certain nombre de personnes. Pourtant, une histoire des stades est possible. La monographie est une piste intéressante, mais elle doit quand même être déplacée. Le stade a son existence propre. C'est l'histoire d'un lieu à travers de multiples éléments que l'on peut ici appréhender. Sa construction, les mécanismes de sa construction, les acteurs de sa construction, les compétitions accueillies, les pratiques. Donc faire l'histoire d'un stade, c'est aussi analyser les événements, les affluences, l'exploitation, ce qui donne aussi énormément d'indications et de réflexions sur des mythes qui parfois ont un petit peu la vie dure, comme ce mythe d'un stade non utilisé, le mythe de ces stades éléphants blancs. Faire l'histoire d'un stade, c'est essayer de comprendre le rapport au club, le rapport à la ville, le comportement de ses spectateurs, passés, présents, peut-être à venir.
C'est aussi réfléchir à son architecture avec cette logique d'identité stadiaire. On parle de stade à l'anglaise. Les stades italiens avaient une forme particulière. Les stades français sont souvent des héritiers, je reviendrai un petit peu là-dessus, de complexes déjà omnisports que pouvaient être les vélodromes. Faire l'histoire d'un stade, c'est aussi analyser son image, son impact finalement au sein d'une ville, au sein de ses spectateurs. Et c'est aussi essayer de comprendre tous ces usages détournés, parce qu'un stade n'accueille pas que des événements sportifs, et un stade n'accueille pas non plus que des événements tragiques. Et c'est enfin réfléchir à la question des mémoires. Je m'attendais tout à l'heure aussi à cette remarque de Claude qui est extrêmement juste sur les mémoires liées au stade de Colombes. Il y a des lieux comme ça qui parlent. Pour ce stade de Colombes, c'est le pavillon de pesage, c'est le tunnel, ce sont des odeurs, ce sont des couleurs. Et pourtant, pour quiconque est allé à Colombes, il y a quand même un paysage assez surprenant, il y a quand même un contexte particulier ici, et qui est finalement le cas de beaucoup de stades. Le stade, parfois, peut sublimer un lieu, même quand il n'en a pas forcément les qualités architecturales pures. Comme souvent en histoire du sport, il y a aussi cette éternelle question des sources. Quelles sources utiliser pour travailler sur un stade ? Le sujet est complexe parce que bien souvent, les clubs sportifs ne sont pas propriétaires de ces lieux. Et quand bien même ils sont propriétaires, on retrouve aussi des failles dans l'organisation même de leurs sources. Quand on contacte un club sportif pour avoir des informations, la plupart du temps, ce club nous renvoie à des fans, à des gens qui entretiennent la mémoire un petit peu de leur club. J'ai un exemple ici qui est celui du Stade Rennais. Le Stade Rennais renvoie systématiquement à l'excellent site Rouge Mémoire, tenu par des passionnés qui font office d'historiens presque officiels ou officieux du club. Les archives, pour le coup, municipales, parfois départementales, nationales, heureusement, nous permettent ici d'avoir un certain nombre de traces de ces dessins, de ces constructions, de ces débats, de ces enjeux. Et je reviendrai dans un dernier point sur cette thématique des enjeux qui semblent parfois éternels. La presse sportive aussi, avec toutes ces explications, avec toutes ces difficultés d'analyse aussi, parce que comprendre l'image d'une rencontre sportive dans le passé à partir du seul témoignage d'un journaliste peut parfois aussi poser problème. Même chose en termes d'affluence. Sur le stade de Colombes, certains journalistes ont parfois annoncé des affluences au stade qui étaient impossibles parce que la capacité du stade ne pouvait pas le permettre. Images archives, plans, tout peut finalement servir à cette histoire des stades. Pour resituer aussi un petit peu nos propos, j'avais envie d'étudier rapidement dans un troisième temps cette histoire des stades en France. Revenir aussi sur la complexité de cette définition. La question semble simple, mais elle est primordiale. Qu'est-ce qu'un stade ? Est-ce qu'un stade, c'est un espace du sport ? Est-ce qu'il y a une logique de territoire, donc d'appartenance ? Un stade peut être un lieu de pratique, peut être un lieu de spectacle, il peut être les deux. Un stade peut être situé au sein d'un complexe sportif, il peut être omnisport, multimodal. Et là, en fait, en fonction de ces angles d'attaque, on a finalement des stades extrêmement variés, extrêmement différents, où on va s'apercevoir aussi qu'ils, dans le passé, parfois, avaient un usage beaucoup plus riche que celui qu'on leur croyait possible, en quelque sorte. Les stades aussi ont des ancêtres multiples. La référence, c'est évidemment l'Antiquité. Pour autant, est-ce que la filiation est évidente entre le stade antique, entre l'hippodrome, l'amphithéâtre et les stades contemporains ? Dans la logique de rassemblement des foules, sans doute, sur la dimension normée, structurée, avec des règles extrêmement précises de construction, parce qu'il y a des compétitions qui y sont organisées, le décalage ici est évident. En France, il y a ces hippodromes qui sont sans doute les premières grandes constructions pour accueillir un spectacle sportif. Et puis ces vélodromes, souvent décriés par la suite, parce que gênant la visibilité des spectateurs pour un certain nombre de manifestations, et notamment pour le rugby ou pour le football, mais qui finalement étaient présents et avaient comme ça couvert l'ensemble du territoire. Des stades qui ont connu en effet un développement aussi dans l'entre-deux-guerres, avec l'impact des interventions municipales. Lyon notamment en est ici un bon exemple.
Les premières vraies constructions, j'ai envie de dire indépendantes, du spectacle sportif peuvent être le stade Pershing, construit pour les Jeux interalliés de 1919 dans le bois de Vincennes, le stade Gerland, qui est une construction municipale, et là, troisième acteur, le stade de Colombes, aujourd'hui stade départemental Yves du Manoir, mais dont le nom ici aussi est tout un symbole, Colombes, et pourtant la ville n'a jamais été propriétaire de son stade. C'est le Racing Club de France, dans la logique des Jeux Olympiques de 1924, qui a permis la construction de ce stade particulier. La France et les stades, c'est un sujet extrêmement tendu. C'est de multiples questionnements, de multiples réflexions. C'est aussi un serpent de mer, le mythe du grand stade en France au XXe siècle. Construire un stade, alors que la France est une démocratie, mais un stade qui doit être à l'image aussi du pays, un pays qui tente de se redresser après la Première Guerre mondiale, un pays qui fait face à la concurrence de régimes totalitaires, mais qui rêve lui aussi de grands stades. Et l'exposition de la Cité de l'Architecture le rappelle très bien, justement, avec toutes ces réflexions d'architectes de renom autour de ce lieu stade. La France et ses stades, c'est aussi un sentiment d'infériorité. C'est le sentiment qu'il y a systématiquement des échecs français. Un stade est à peine construit de terre qu'il est déjà décrié. C'était le cas pour Colombes, c'était le cas pour d'autres installations passées et encore à venir. Un stade est une construction qui ne fait pas l'unanimité, sans doute par ses usages, par son emplacement. Et là, on a aussi une vraie réflexion à avoir sur la ville. Quand on observe une carte des stades parisiens, par exemple, dans les années 20, en fait, les stades sont presque aux confins de la ville. Les stades nous paraissent aujourd'hui comme étant des stades urbains. C'est la ville, bien souvent, qui a rattrapé en fait les stades, parce que le paysage, on le voit notamment sur l'une des cartes postales, celle qui est tout en haut du stade de Colombes. Il y a certes déjà quelques usines, mais tout autour du stade, il y a des espaces vierges de toute construction. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de quartiers, il y a l'autoroute A86, et le stade est considéré comme urbain, ce qui n'était pas complètement dans les années 20. Un stade est une construction qui ne fait pas l'unanimité pour son financement, pour son architecture. Et pourtant, il y a un patrimoine des stades en France. Il y a des enceintes plus que centenaires, Colombes, le Vélodrome de la Cipale dans le bois de Vincennes, des œuvres architecturales majeures, l'Escure ou Chaban pour les plus jeunes, ou j'ai oublié le nom déjà, Matmut ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Le Parc des Princes, le Vélodrome, la Beaujoire. On a une richesse des constructions sportives en France qui est souvent aussi sous-estimée, quelque part une richesse aussi des savoir-faire. Pour conclure ici cette petite introduction, on va en parler dans cette table ronde. Il y a évidemment ce questionnement sur le danger. Est-ce que le stade est déjà en train de mourir ? La question du Covid, quand même, a un peu rappelé à quel point des stades vides posaient problème. Malgré des musiques ou des sons d'ambiance, finalement, un stade vide, même pour un spectacle télévisuel, pose problème. Évidemment, il y a des réflexions sur l'uniformisation des stades, sur le fait que cette uniformisation impacte déjà ou impactera davantage le ressenti, le vécu du spectateur au stade, dans les formes de stade, dans les usages, dans la place du numérique, dans les ambiances, dans le naming, on en a parlé, mais également dans le prix des places. Est-ce que le stade va devenir un lieu interdit à certains publics en raison du prix lié aux nécessités de la rentabilité financière ? Il y a aussi des enceintes historiques qui disparaissent. Il y a peu de lieux stades qui sont classés. Bordeaux est un bon exemple. Il y a aussi un classement, je crois, pour le stade Gerland, mais on a beaucoup d'objets qui ont été perdus. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Autre exemple colombien, ce sont des passionnés, ce sont des entraîneurs du Racing qui sont allés chercher dans la benne qui avait été installée quand les vieux gradins, les quarts de virage ont été détruits, qui sont allés chercher un panneau de stade, qui sont allés prendre du béton. Donc sachez qu'il y a par exemple Patrick Serrière, qui est le capitaine du Racing Club de France Rugby, champion de France en 1990, qui a pris plusieurs mètres cubes de béton et qui en a fait, comme pour le mur de Berlin, des petits objets qu'il donne aux anciens du Racing pour leur rappeler aussi ce qu'était ce lieu.
L'intérêt pourtant est croissant vis-à-vis du stade. On le voit à travers les expositions, on le voit à travers aussi ces architectes, ces groupes d'architectes qui se lancent avec passion dans la construction du stade. Des artistes aiment rappeler qu'ils aiment aussi les stades. Des écrivains en France qui a pas toujours été tabou. On a Camus en tête évidemment, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi venir au stade. Alors moi, je posais un petit peu cette question et sur la fin, et finalement, est-ce que cet intérêt de cette culture, de ce monde de la culture à travers les expositions pour les stades, ne serait pas peut-être une sorte de petit signe de quelque chose d'intéressant qui permettrait à la France de rentrer pleinement dans cette logique d'un pays qui est un pays de sport? Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Pardonnez mon retard, j'étais à la remise des diplômes de l'école de Chaillot. Il y avait 44 élèves. Donc Julien Bargeton, le nouveau président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. J'ai été nommé le 1er mai. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est une maison ouverte, c'est la maison commune pour tous les passionnés, les spécialistes, les amateurs de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est une maison qui doit être ouverte, connectée au monde et à l'actualité, et notamment ce soir ça l'illustre avec ce sujet des stades et la très belle exposition qui est en cours à la Cité, parce que nous devons être une cité finalement qui aussi est un lieu d'enseignement, d'apprentissage, qui est un lieu de conservation, de mémoire du patrimoine, mais aussi un lieu d'étude, de réflexion et d'action autour de l'architecture. C'est comme ça qu'elle a été pensée et c'est comme ça qu'elle doit être aussi portée et amplifiée finalement comme un levier commun où tout le monde peut venir trouver des ressources, où tout le monde peut apporter sa pierre, pas faire à la place des autres, mais faire avec et pour les autres. Et donc on est pleinement investi dans le fait de pouvoir finalement travailler en transversalité, travailler sur tous les grands sujets d'actualité. Alors on connaît cette fameuse phrase d'Albert Camus qui disait que le peu de morale qu'il avait appris, c'était sur les terrains de football et sur les scènes de théâtre. D'ailleurs, c'est une belle comparaison qui peut nous inspirer aussi en termes d'architecture. Et effectivement, ce sujet, c'est pas simplement parce qu'il y a les Jeux Olympiques, témoigne en effet d'un intérêt renouvelé pour des sujets comme la pratique sportive. Je souhaite que nous puissions être pleinement toujours inscrits dans des sujets qui correspondent à de grands sujets de société qui parlent aussi à ce que sont les intérêts des Français. Donc vraiment, encore une fois, bienvenue ce soir, bon travail, et puis eh bien, nous aurons l'occasion de nous revoir parce que cette cité, c'est vraiment une ruche qui phosphore et qui permet de faire avancer les grands débats sur notamment le patrimoine, mais aussi bien sûr l'architecture contemporaine. Merci beaucoup à vous et puis bonne conférence. Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là avec un très beau plateau. Et Monsieur le Président, je vous en veux, parce que tout simplement, vous avez cité Camus, donc vous m'avez ôté les mots de la bouche. Et je vais en profiter parce qu'il y a une deuxième citation assez connue de Camus. Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où un homme est plus heureux que dans un stade de football. Et je veux dire que c'est vrai, car encore dimanche, j'étais au stade de la Méno, vous allez voir quelques images. Et je vais en profiter parce que c'est plutôt intime. Je dois vous dire, je me drogue. Voilà, je me drogue en allant dans les stades. Les stades sont véritablement un lieu dont j'ai besoin chaque semaine, à peu près, ou toutes les 2 semaines. Il faut que j'aille voir un match, car c'est un lieu extrêmement particulier, comme nos invités l'ont très bien dit précédemment. Et donc j'ai décidé ce soir de vous amener de faire un petit tour et de vous parler de ma passion. Car le prétexte en fait de mon doctorat, en fait, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis drogué de stade et non pas de football. C'est ça qui est assez particulier. Ça a commencé en 1991, le 18 septembre, en allant voir un match à Luxembourg, Union Luxembourg Olympique de Marseille, qui s'est terminé sur 5-0. Bon, le score n'était pas trop important.
Il y avait 10 000 spectateurs dans les tribunes et parmi eux, il y avait une centaine de Marseillais qui avaient fait les 900 km pour encourager l'Olympique de Marseille. Et je dois dire que c'était mon premier match dans un stade important. Et j'ai regardé en fait la moitié du temps le match et la moitié du temps, bien évidemment, les ultras. La centaine d'ultras marseillais qui avaient fait le déplacement. Et je me suis dit, ben là, c'est là où je veux aller pour le prochain match. Et effectivement, très vite, je les ai rejoints. J'ai fait partie d'un groupe ultra Marseille. Et par la suite, grâce notamment à Christian Romberger, je le remercie, j'ai dévoré son livre et je me suis dit, il faut faire quelque chose de cela. Et j'ai décidé d'en faire mon doctorat d'histoire sur les ultras italiens. Et j'ai élargi la thématique. Pourquoi s'intéresser aux ultras? Tout simplement, comme c'est le titre de mon dernier ouvrage, car ce sont les autres protagonistes du football. La plupart des gens qui vont au stade, parce que maintenant c'est in d'aller au stade, c'est tendance. Depuis 1998, il y a eu un avant et un après, comme vous le savez bien évidemment. Parler de football avant 1998, surtout dans certains milieux, et Christian le sait, parce qu'il a été précurseur. Christian, c'est un attaquant hors pair. C'était le premier à travailler sur le supporterisme en France. Il a même eu le droit à une question parlementaire, parce qu'il y a eu des crédits qui ont été attribués à ces recherches et certains se posaient la question de la pertinence. Aujourd'hui, je pense que ces mêmes personnes pourraient quand même s'excuser au minimum parce que Christian a véritablement ouvert la voie et je lui en suis gré. Et donc, j'ai décidé en tant qu'historien de travailler sur le lien entre ultra et société, car bien évidemment, comme l'ont dit très justement les invités précédents, le stade est un miroir déformant de nos sociétés. Alors, on va s'intéresser au stade et aux ultras à travers différents exemples. Le premier nous amène en France au stade de la Méno. Pourquoi le stade de la Méno? Parce que tout simplement, c'est un stade historique. Il faut savoir que le Racing Club de Strasbourg a toujours joué sur... D'abord, c'était des jardins qui sont devenus un stade par la suite dans les années 1920. Il y a eu plusieurs rénovations, la dernière en 1984. Et dimanche, j'ai décidé d'aller à Strasbourg pour voir le dernier match au stade de la Méno avant des travaux qui ont débuté dès lundi. Donc c'est vraiment un stade extraordinaire. Il faut y aller. Alors certains disent que c'est la meilleure ambiance de France. Je pense que c'est le lobby alsacien qui a profité de cela, bien évidemment. Mais il y a une sacrée ambiance. Et il y a une sacrée ambiance, elle est due à un acteur important que sont les ultras. Donc juste pour resituer, les ultras, c'est un mouvement qui est né en Italie entre 1967 et 1971, donc durant ces 4 ans, et qui ont donné lieu à une nouvelle forme de supporterisme radical. Dans mon ouvrage, j'explique que le supporterisme radical, ce sont les groupes de supporters qui acceptent d'aller au stade en ayant en tête qu'il peut y avoir de la violence. Certains sont proactifs, certains sont plutôt sur une position défensive, certains la placent au centre de leur pratique, c'est le cas des hooligans qui sont différents des ultras, et les ultras, elle est périphérique, parfois elle est centrale, mais surtout dans les discours, pas véritablement dans la pratique. Quoi qu'il en soit, les ultras ont véritablement changé les stades, car il faut savoir, contrairement au mythe, longtemps les stades ont été silencieux, c'est-à-dire que le public venait au stade et uniquement durant certains moments de la rencontre il y avait de l'ambiance, c'est-à-dire souvent sur les goals ou par si l'arbitre, bien évidemment, était contre notre équipe, là, le public, souvent, envahissait le terrain pour aller remercier l'arbitre à coups de parapluie, à coups de pierre ou parfois même à coups de pistolet. C'était le cas en 1916 lors d'un Livorno-Pisa. Quoi qu'il en soit, les ultras ont véritablement transformé l'ambiance des stades car ils ont véritablement décidé d'encourager l'équipe de la première à la 90e minute et même au-delà, durant le temps additionnel, bien évidemment. Ce mouvement est arrivé en France par la Méditerranée, bien évidemment, avec Marseille en 1984 et l'AS Semé. À Strasbourg, c'est en 1990 que les Ultra Boys ont vu le jour. Ils étaient d'ailleurs en quart de virage. Ici, on voit quelques images de samedi. Là, c'est une image intéressante, c'est justement la place de la femme dans les stades qui aujourd'hui a toute sa place. On voit justement cette banderole avec les Racing Girls de Strasbourg. Donc aujourd'hui, on a des femmes aussi bien chez les supportrices actives, chez les ultras, que chez les supportrices un petit peu plus calmes. Et donc le stade, c'est également un lieu de contestation. On le voit, Strasbourg qui a été racheté par le club de Chelsea et les ultras s'opposent justement à la multipropriété. Donc le stade est véritablement un lieu également politique. C'est un lieu où on le voit justement, les Ultra Boys, c'est un groupe très intéressant car ils ont été longtemps cantonnés dans un petit espace du stade de la Méno et il y a 8 ans, ils ont décidé d'aller derrière le but et depuis, ils encouragent, ils fédèrent 3500 personnes car les ultras, ce sont les chefs d'orchestre du stade. On le voit bien sur cette image avec justement cette nacelle. Donc on a véritablement dans les stades aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, des structures très particulières pour que les ultras puissent être véritablement le chef d'orchestre du stade en toute sécurité. Il faut savoir
que la tribune qui va être refaite, la tribune ouest, celle qui est occupée par les Ultra Boys, sera d'un tenant, 5000 places, et les architectes, le club de Strasbourg, la ville de Strasbourg se sont mis autour d'une table avec les ultras strasbourgeois. Donc c'est quelque chose qui est assez important et positif. Voilà, on voit encore des images. Et la dernière, en fait, c'est celle-ci qui est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a assisté à un retour des tribunes debout. Pour des questions de sécurité, après le Heysel, donc les stades se sont dotés de places assises, alors qu'auparavant, les gens allaient dans le stade, dans les populaires, comme l'a justement dit Christian, les uns contre les autres. Et depuis quelques années, donc, la loi française donne la possibilité aux clubs de demander des tribunes debout. Et donc, le RC Strasbourg en a profité à cette tribune où il y a 3500 personnes qui sont les uns contre les autres. En même temps, il y a des barrières de sécurité pour éviter les mouvements de foule. Voilà. On va partir pas très loin de l'Alsace. On est dans la Sarre. On est au Ludwigsparkstadion de Saarbrück. Pour ceux qui connaissent ce stade, c'est un stade important car tout simplement il a vu le jour en 1953 dans l'état de la Sarre. Pour ceux qui ne le savent pas, la Sarre était un état libre que la France voulait absolument annexer et nos amis sarrois par référendum ont décidé plutôt de rejoindre la République fédérale allemande. C'est un stade fondamental dans l'histoire du FC Saarbrück pour plusieurs raisons. La première, tout simplement parce que le FC Saarbrück incarnait l'équipe nationale de la Sarre. Peu de gens le savent, l'équipe nationale de la Sarre a joué contre la RFA, un match mythique au Ludwigsparkstadion. Et l'idée, en fait, le gouvernement français à l'époque encourageait justement le FC Saarbrück à se doter d'un grand stade. Et l'idée, c'était tout simplement que le FC Saarbrück puisse intégrer le championnat de France, car l'idée, c'était tout simplement de rattacher la Sarre à la France. Et donc, il faut savoir que le FC Saarbrück a joué d'ailleurs 2 saisons en championnat de France des matchs amicaux, et c'est suite aux pressions de la Ligue alsacienne qu'il n'a jamais intégré le championnat de France. Quoi qu'il en soit, ce stade, il a été refait, complètement refait. Les travaux, ils ont mis à peu près 8 ans. Ici, on peut apercevoir le secteur qui est à droite pour les supporters adverses. Donc, c'est un supporter, comme vous le voyez, sans siège. C'est un stade qui est vraiment très intéressant. Ça, c'est une tribune d'origine. Les 2 tribunes latérales sont d'origine. Et en fait, c'était un stade comme auparavant avec des pistes d'athlétisme, avec une piste d'athlétisme. Et on a reconstruit, en fait, on a détruit les 2 tribunes, les 2 virages derrière les buts. Et on a construit un stade à l'anglaise, bien évidemment. Regardez, c'est intéressant, virage Est Saarbrück en français, car tout simplement, on est en Ostfrankreich, comme ils le disent, on est en France de l'Est. Donc c'est assez amusant de voir les ultras revendiquer cet héritage. D'ailleurs, il y a souvent des drapeaux français, il n'y a pas de drapeau allemand. Et lorsque le FC Saarbrück joue contre le Dynamo Dresden, les ultras du Dynamo Dresden chantent Ost, Ost, Ostdeutschland. Les ultras du FC Saarbrück chantent Ost, Ost, Ostfrankreich. Et ils agitent des drapeaux français. Donc c'est assez amusant. On voit ici une banderole qui met en valeur, alors le nom du stade est resté, le stade a été complètement refait quasiment, à part les 2 tribunes latérales. Et on voit le stade Ludwigsparkstadion pour toujours. Et c'est intéressant parce que c'est également un lieu de consommation. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est le compromis parfait entre un stade à l'anglaise, tout commercial. Vous avez parlé de la gentrification. Et tout à l'heure, Claude, tu me demandais pourquoi je ne vais pas en Angleterre. Mais non, je ne vais pas en Angleterre car ce sont des stades gentrifiés. Ce sont des stades pour des spectateurs, pour des clients. On paye très cher pour aller au stade. En Angleterre, il y a très peu d'ambiance, à part dans les stades comme à Crystal Palace où il y a des ultras. Et là, en Allemagne, on a un compromis. On a une tribune pour les ultras et on a une tribune latérale avec des consommateurs. On voit cette dame qui vient avec, bien évidemment, des bières. Et pendant le match, moi je suis toujours étonné, en Allemagne, il y a toujours la queue au stand. Pendant le match, les gens quittent parce qu'il faut absolument se ravitailler, excusez-moi pour le cliché, en bière et en saucisse, bien évidemment. Et donc, on a également encore pire, c'est la tribune présidentielle, car j'ai souvent des accréditations presse. J'en profite pour me glisser souvent dans les buffets, parce qu'ils sont un petit peu meilleurs que les bières et les saucisses, les buffets VIP. Et en fait, j'y vais pas uniquement pour manger gratuitement, je le fais, je l'avoue, mais j'y vais tout simplement pour observer les gens. Et on a des gens qui vont au stade de plus en plus, pas pour voir les matchs, et c'est le cas en présidentielle, mais pour créer du lien tout simplement. Ils sponsorisent l'équipe, ils ne sont pas vraiment intéressés par le football, mais c'est un lieu où on fait du business, c'est un lieu où on rencontre des gens importants, et c'est un lieu où on peut voir le match sur un écran géant, alors que le match est à 4 mètres derrière vous, mais on préfère le regarder sur un écran. Donc on a des gens qui ne regardent pas vraiment le match, mais qui viennent là, car c'est l'endroit où il faut être. Maintenant, on part en Italie. L'Italie, c'est véritablement c'est la passion, hein, on le sait, c'est là où j'ai initié ma thèse, car ma thèse portait sur les ultras italiens. Et on est à Giulianova. Giulianova, c'est une ville magnifique des Abruzzes que je vous conseille de visiter.
Et à Giulianova, il y a un stade qui fait exactement 4800 places. Ce stade, comme vous le voyez, il y a une tribune qui manque, il y a une petite tribune qui est fermée depuis longtemps, qui est sur la droite. Et donc, c'était un match que j'ai été voir en 5e division au mois de février. Je suis parti à Giulianova pour voir un match de 5e division. Pourquoi? C'était le derby contre le Teramo. Alors, il faut savoir déjà, le stade de Giulianova, on joue dans ce stade depuis 1924, depuis que l'équipe a été créée, au centre de la ville. Derrière vous, vous avez le Gran Sasso et devant vous, vous avez la mer. Déjà, le panorama est fantastique. Ça, c'est la tribune présidentielle. Pendant tout le match, les gens étaient debout en tribune présidentielle. Ici, il n'y a pas de buffet, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être un mauvais sandwich qui traîne d'un match précédent. Par contre, le mauvais sandwich, on va l'utiliser pour le jeter sur l'arbitre, car le derby, c'est le match fondamental de la saison. On se met partout. Je pense qu'il y avait à peu près 1500 spectateurs sans billets. Les policiers ont fermé les yeux, car les policiers sont de Giulianova. Ils voulaient le plus de supporters possible. Et bien évidemment, on a les ultras qui sont derrière le but. Alors, il y a une ambiance assez exceptionnelle. Il y avait, je vous dis, à peu près 5000, 5500 spectateurs. On a également des gens en Italie, on dit les portoghesi, c'est-à-dire c'est les Portugais, c'est le nom pour les gens qui ne payent pas le billet. Pourquoi ce nom ? Tout simplement, en Italie, au XVIe siècle, à Rome, l'ambassade du Portugal organisait des spectacles magnifiques. Et ils étaient gratuits pour les citoyens portugais. Et donc, de nombreux Romains voulaient y aller. Et donc, ils se faisaient passer pour des Portugais. Io son portoghese. Et ils rentraient gratuitement à l'ambassade. Et donc, depuis, le terme est resté en Italie. Les gens qui ne payent pas leur billet ou qui profitent du spectacle gratuitement sont des Portoghesi. Tout ça pour vous dire qu'il y a une partie de la tribune qui est fermée, c'est toujours le cas en Italie, parce qu'une partie des stades qui datent souvent de l'époque du fascisme, alors c'est pas le cas pour le stade de Giulianova, car il est juste avant, enfin le terrain date de 1920, les premières tribunes en 1923, et 1924 on joue avec la création du club, et donc il y a toujours une partie des tribunes qui sont fermées, et là l'image est amusante, c'est quelqu'un qui est en tribune présidentielle et qui crachait sur l'arbitre, moi j'étais à côté, donc sur l'entraîneur adverse, et donc on sent toute la passion. Donc c'est vraiment assez incroyable. Maintenant, on part en Tunisie. On part en Tunisie car tout simplement, on a parlé des stades en périphérie. Si on parle de périphérie, on a le stade de Rades, le stade olympique de Rades qui a été construit en 2001 et qui est un stade, malheureusement, qui a remplacé le stade Almenza. Le stade Almenza, c'était le stade de l'Espérance et du club africain, les deux clubs les plus populaires de Tunisie, deux clubs de Tunis. En 2001, ce stade olympique a été construit et les deux clubs ont été contraints de déménager. Alors c'est un stade qui fait 60 000 places et c'est également un terrain d'expression politique, bien évidemment. C'est une photo que j'ai faite au mois de décembre, donc c'est 3 mois après le début de la guerre à Gaza, du 7 octobre. Et donc on a les ultras du club africain qui demandent en arabe tout simplement le boycott de certains produits. On voit un tank israélien et on voit différents produits, marques soi-disant qui soutiennent l'occupation et la guerre. Et donc on a véritablement un terrain d'expression politique. Il faut savoir que les stades tunisiens, depuis le 7 octobre, on voit une multiplication des scénographies en soutien à la cause palestinienne, car les ultras du monde arabe sont des soutiens fervents de cette cause. En même temps, c'est intéressant, le stade politique, car tout simplement, depuis la Révolution, vous savez bien évidemment que les printemps arabes ont débuté en Tunisie, en décembre 2010 et janvier 2011, et donc le stade qui était un des premiers lieux de contestation du régime de Ben Ali. C'est-à-dire, je m'explique, le mouvement ultra en Afrique est né en Tunisie en 2001, avec la proximité de l'Italie. Les jeunes Tunisiens ont récupéré le mouvement ultra, le premier groupe c'est les Ultra Lem Kachrin, et je me suis trompé, en 2002, pardonnez-moi. Et en fait, dès 2008, les stades sont devenus des lieux de contestation, c'est-à-dire que la barrière de la peur est tombée dans les stades tunisiens, car les ultra-tunisiens ont commencé à affronter la police. La population tunisienne a compris que la police n'était pas finalement, ce pilier du régime dictatorial n'était pas si fort que ça, et d'ailleurs la télévision tunisienne a arrêté de filmer les matchs parce que tout simplement elle diffusait des images des policiers qui se faisaient casser la figure. Après la Révolution, les tribunes ont été la plupart du temps fermées. C'est ça le paradoxe. Après la Révolution de 2011, les gouvernements successifs démocratiques ont eu peur également du pouvoir des supporters. Enfin, quand on parle de supporters en Tunisie,
quand on est dans les loges, en France, on boit du champagne. En Tunisie, on allume des torches. Parce que tout simplement, en Tunisie, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que la personne qui va en tribune présidentielle est capable d'avoir le comportement d'un ultra et de rentrer des torches. Cependant, les policiers sont toujours devant les virages, car c'est là où se rassemblent les ultras, et le danger vient toujours des tribunes. Enfin, je vais terminer ce petit voyage en Suède. Nous allons aller au nord, à Uppsala, la 4e ville de Suède, comme vous le savez, c'est la ville des étudiants. Et donc, bien évidemment, on est... le nom de l'équipe locale, c'est Sirius, qui joue, ça s'appelle, alors je ne vous dis pas le nom en suédois pour ne pas écorcher cette belle langue, mais tout simplement, c'est le terrain des étudiants, car on est dans la ville étudiante de Suède par excellence, et ce stade date de 1920. Il a été refait en 2020. Donc à droite, on a une tribune en béton et les 3 autres tribunes, comme vous pouvez le voir, sont en bois. Aujourd'hui, bien évidemment, vous avez parlé des enjeux écologiques, hein. Et donc, on a 3 tribunes qui sont en bois, c'est assez extraordinaire. Voilà, on a un stade qui fait 10 000 places. On a bien évidemment des spectateurs. On a une tribune en béton qui est la tribune présidentielle. Et on a aussi des infrastructures qui sont montées pour les ultras suédois. Ça, c'est les ultras de Sirius. On voit une petite plateforme comme à Strasbourg avec le leader et son mégaphone qui harangue la foule. Et vous pouvez voir également les supporters adverses avec des fumigènes. Alors, fumigène, tribune en bois, est-ce que le stade est en feu? Pas du tout, ce sont uniquement des fumigènes noirs. Et donc on voit aujourd'hui, on peut avoir un stade écologique, on peut avoir des ultras et on peut également avoir des fumigènes qui sont aussi partie intégrante de la culture des tribunes. Merci. Ma première question, c'est de savoir en quoi le stade est un terrain anthropologique. D'une part, il y a des spectateurs extraordinairement variés, donc on peut cartographier ou même étudier l'origine sociale de ces gens. Puis alors aussi, il se passe des phénomènes que Sébastien vient de décrire, qui ne répondent pas à la doxa habituelle des stades. Et donc, la signification de cet engouement mérite une investigation anthropologique. Pourquoi tout à coup se passionne-t-on pour une équipe de foot? Et pourquoi va-t-on mourir presque pour une équipe de football? Donc, il y a là, si vous voulez, quelque chose qui interroge véritablement l'anthropologue, l'ethnologue. Mais aussi, parce qu'il y a ce phénomène de la passion pour le football. Alors, vous savez, moi, j'étais rentré d'Iran, qui est mon terrain exotique habituel, et puis je suis retourné au stade. Et je me suis dit, mais nous étudions ce qui passionne les ethnologues, la parenté, les techniques, etc., mais ce qui passionne les gens. Pourquoi n'étudions-nous pas ce qui passionne les gens ? Donc, c'est pour ça que je me suis mis à étudier le football. Monsieur Beaumargis, il y a une question qui m'interpelle depuis que j'ai lu vos travaux. C'est cette idée de partisanerie. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'ampleur, donner un peu plus de signification sur cette idée de partisanerie? Si vous voulez, me semble-t-il, c'est quelque chose... ou bien on croit au match de football, ou bien on n'y croit pas. C'est un petit peu comme le théâtre. Le théâtre, soit vous entrez dans la pièce et vous vous dites « oui, en effet, je m'identifie au Cid ou à tel ou tel personnage », ou bien vous n'y croyez pas du tout. Et à ce moment-là, bon, alors ça vaut pour tous les spectacles d'ailleurs, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, une cause d'incompréhension de la passion pour le football, c'est le fait que tout à coup, on s'intéresse à cela. Pourquoi s'intéresse-t-on à cela, à des joueurs, à une histoire d'un club, etc. Donc, c'est vrai que la partisanerie, c'est à partir du moment où l'on adhère à un objet, en l'occurrence l'équipe de football, et c'est vrai que c'est incompréhensible pour des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Vous avez beaucoup travaillé sur le supporterisme à Marseille, à Naples, à Turin. Quelle est la spécificité du supporterisme marseillais?
La spécificité du supporterisme marseillais, c'est que on se sent un peu comme à Naples d'ailleurs, victime de ce qui se passe dans le nord de la France et dans la capitale notamment. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un moyen de contrer cette influence d'une capitale que l'on sent arrogante, méprisante vis-à-vis d'une collectivité du Sud qui ne mérite pas ce statut. Et donc, il y a une sorte de revanche, si vous voulez, par le football, dans la mesure, évidemment, actuellement, la revanche est plutôt mal engagée, dans la mesure où il y a une revanche qui est face à l'hégémonie de Paris. Vous avez également travaillé sur les figures de certains clubs, sur les héros, sur les grands joueurs. Quel est par exemple à Naples ou à Marseille, quels étaient les joueurs qui étaient plébiscités, qui étaient adorés, qui étaient idolâtrés par les supporters? Et comment se construit, se fabrique cette identification à un joueur? Oui, alors, si vous voulez, ce qui est frappant à Marseille, c'est le culte de la vedette étrangère. Dans une ville qui est, si vous voulez, qui, par ses origines, par l'origine de ses habitants, est une ville très mêlée. Et une ville d'ailleurs aussi où il y a beaucoup d'opposition politique. Mais il y a néanmoins ce culte de la vedette étrangère dans une ville qui a été créée par l'étranger. Bon, n'invoquons pas la mythologie, mais c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, cette expression à travers l'étranger, la vedette étrangère, de l'histoire même de la cité. À Naples, vous avez longtemps... Alors, il y a aussi, puisque vous me parlez de Naples, il y a aussi le culte du pauvre. Et donc de Maradona, par exemple, venu des faubourgs de Buenos Aires et d'une condition extrêmement difficile, et ayant atteint le sommet, à Naples seulement d'ailleurs, parce qu'à Barcelone, au contraire, il n'était guère apprécié dans la mesure où il s'agit d'une ville qui est trop guindée pour apprécier quelqu'un comme Maradona. Quand on parle de football, surtout quand on parle des stades, quand on parle de fabrication d'un héros, il y a tout un système qui rapproche le culte du joueur et aussi la lexicologie religieuse. Est-ce que parler de stade, vous parlez de footballeurs, de héros, est-ce que forcément la dimension religieuse entre sur le terrain? Alors elle entre sur le terrain à travers les gestes que font les joueurs et les supporters, puisqu'on voit des supporters qui aussi se signent, etc., et puis des joueurs qui se signent. Mais c'est vrai que le match de football ne nous dit pas où nous allons et d'où nous venons. Et donc à ce titre-là, je ne pense pas qu'on puisse qualifier le match de football de rituel religieux. Merci. Michael, Colombe, l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur l'histoire architecturale du stade Colombe? C'est le fruit du hasard, de compromis. C'est un stade qui a vu le jour alors qu'il n'aurait pas dû voir le jour. Concrètement, quand Paris obtient les Jeux Olympiques en 1921, au mois de juin, les organisateurs envisagent un stade parisien. Donc c'est un stade qui doit être plutôt dans le centre de Paris ou en très légère périphérie. Seulement déjà à l'époque, et c'est extrêmement intéressant quand on étudie un certain nombre de documents d'archives, de constater que on se questionne déjà sur le lieu, l'emplacement, qui fait débat. Les élus de la Seine se divisent presque géographiquement, certains favorables au bois de Vincennes, d'autres plutôt à la proximité du bois de Boulogne. La question du financement, évidemment, puisque si la ville de Paris a obtenu l'Olympiade, c'est pas le comité exécutif, le comité olympique français qui a en charge l'organisation, qui a les moyens financiers de bâtir ce stade. Emplacement, financement, architecture,
Et sur les premiers travaux qui apparaissent, on rêve d'un stade monumental. Franz Reichel notamment, qui est le secrétaire du comité olympique français, veut un stade de 80 000 places, un stade qui nous montre un petit peu le renouveau français. Seulement pendant de longs mois, en fait, il va y avoir des hésitations, des débats, des disputes, on pourrait même le dire, entre les élus parisiens, l'administration parisienne, avec le monde sportif. Et finalement, au moment où on s'interroge, non pas exactement sur la tenue des Jeux qui n'ont pas complètement été menacés, mais au moment où le comité olympique français s'apprête à accepter à regret un stade qui ne sera finalement pas monumental, mais qui sera plutôt modeste, avec sans doute le stade Pershing un petit peu remodelé, il y a un club omniprésent, qui est le Racing Club de France, qui propose, lui, quelque chose d'assez extraordinaire, bâtir sur les terrains de Colombes qu'il loue, un stade en se faisant financer finalement a posteriori, c'est-à-dire à partir des recettes des Jeux, le Racing proposant de recevoir 50% de la future recette de l'Olympiade. Le stade est possible parce que le Racing travaille en famille, parce que le Racing a des connaissances, parce que certains Racingmen vont même participer à la construction. Et donc finalement, on a un stade ici qui est économique, qui est fait avec les moyens du bord, qui n'est pas le stade qui était prévu initialement. L'architecte, c'est Louis-Fort Dujarric, qui avait remporté le concours organisé par le comité olympique français, mais pas avec ces plans-là. Donc c'est un stade fait en moins de 2 ans, rapidement, presque 10 fois moins cher que certaines estimations. Et donc on a un stade fonctionnel. La nouveauté, c'est le béton, c'est des toitures qui sont certes pas encore en porte-à-faux comme celle de Bordeaux ou du futur stade Jean-Bouin, mais dont les poteaux de soutien gênent un petit peu moins quand même au niveau de la visibilité parce qu'ils sont pas à l'extrémité des tribunes. C'est un stade ingénieux, mais c'est un stade aussi, de l'aveu même de son architecte, qui n'avait pas vocation à durer. Des gradins déjà aussi qu'on appelle les populaires, virage debout, 20 000 personnes par virage, et 2 tribunes latérales de 10 000 places. Néanmoins, d'un point de vue architectural, c'est quand même une avancée dans la France des stades. C'est le stade le plus grand. Il le sera en termes d'affluence quasiment jusqu'au Stade de France, puisque dans ce stade qui ne devait pas durer, finalement, eh bien, on va rassembler jusqu'à 63-64 000 personnes à la fin des années 60. Donc une architecture modeste, fonctionnelle, mais avec des éléments qui vont durer, une forme de modernité, tableau d'affichage, haut-parleurs, et ce fameux tunnel dont vous parliez en introduction, qui permettait en fait aux joueurs, aux sportifs, de rentrer près d'un des virages du stade sans marcher du coup sur la fameuse piste encendrée. Justement, je voudrais revenir sur un moment, un détail important du stade Colombes. Jusqu'aux années 70, le Colombes, c'était vraiment le stade de la France, le stade des grands événements sportifs, au football, finale du Coupe de France au football, ou du rugby, etc. Comment s'est construit ou comment a été pérennisé ce mythe du stade Colombes? Alors, ce qui est intéressant, c'est, et je reviendrai là-dessus, c'est l'emploi du mot mythe. C'est sans doute a posteriori, finalement, que ce stade a été apprécié ou aimé. Là encore, on ne peut comprendre ce stade que si on s'intéresse à la question du grand stade. Colombes est utilisé quasiment comme stade national pendant 50 ans, jusqu'aux travaux du nouveau Parc des Princes, donc en 1972. Mais c'est un stade par défaut. C'est un stade par défaut. Colombes perdure parce que tous les autres projets de grands stades échouent. À la fin des années 20, dans les années 30, au moment des réflexions liées à l'exposition universelle de 1937. Même sous le régime de Vichy, on questionne aussi le grand stade et on envisage aussi un grand stade. Échec d'un projet public-privé dans les années 50, et puis échec aussi sous le général de Gaulle d'un grand stade, encore de 100 000 places, dans le bois de Vincennes. Donc finalement, c'est parce que tous ces projets de grands stades monumentaux échouent qu'on continue d'aller à Colombes. Mais on y va aussi un petit peu à regret. Pour les journalistes, c'est loin, c'est difficilement accessible. Il y a peu de grandes voies routières pour accéder au stade. Et néanmoins, ce stade, en fait, c'est l'un des grands stades français. Les chiffres le prouvent, une quarantaine de finales de Coupe de France. Stade omnisport, on parle beaucoup de football depuis tout à l'heure, mais Colombes, c'est un temple omnisport, une quarantaine de finales de championnat de France d'athlétisme, des grandes rencontres internationales d'athlétisme. L'URSS est venue à 3 reprises dans les années 60 à Colombes, la Finlande, toutes les grandes nations, et puis stade de rugby, bien sûr, pour le tournoi des 5 nations,
avec une particularité quand même pour Colombes et le rugby. C'est que ce stade accueillait l'équipe de France, mais à part en 1908 et 1913, parce qu'il y a eu une vie pour ce stade avant les Jeux Olympiques de 1924, il n'accueillait pas la grande messe des clubs, à savoir les finales de championnat de France. Donc on a un lieu qui est un lieu majeur, mais là encore, fruit d'un compromis et d'échecs français en matière de stade. Michael, une dernière question, elle va porter sur une idée qui me tient à cœur en tant que muséologue, en tant qu'historien. À votre avis, pourquoi ou comment se fait-il que Colombes ne soit pas inscrit comme un lieu patrimonial ? Parce que, et j'avais oublié de revenir là-dessus, pour le coup c'est très bien de m'y faire penser, parce que le mythe est arrivé après. Les premiers articles de presse qui vantent le stade de Colombes, moi j'ai en tête ceux de l'équipe, la semaine qui précède le dernier match, le dernier France-Angleterre, qui longtemps a été d'ailleurs la plus grande victoire de l'équipe de France de rugby contre le meilleur ennemi, l'Angleterre, avec Walter Spanghero comme capitaine. La semaine qui précède ces dernières rencontres, en fait, on parle du stade de Colombes. Et là, parce qu'il s'apprête à être remplacé en tant que stade national, l'émotion arrive. L'émotion et les souvenirs des uns reviennent. Tu évoquais Boniface aussi tout à l'heure. Jean Mias est décédé il y a peu. Le rapport de Jean Mias au stade de Colombes était aussi extrêmement important. Donc je pense qu'il y a cet effet. C'est parce que le lieu va disparaître que du coup, il redevient important. Et puis il y a aussi ce rapport à cette éternelle question, l'âge d'or. C'était mieux avant. Est-ce que Colombes, c'était mieux que le Parc des Princes ou que le Stade de France ? En termes d'ambiance, en effet, c'est absolument pas comparable. Je pense que les ambiances actuelles sont supérieures à ce que pouvaient être les ambiances de Colombes, par le nombre de spectateurs, par l'engagement. Par contre, Colombes, c'est un stade sans violence. Il est épargné par le mouvement ultra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supporters comme ça compartimentés. Quand une finale de Coupe de France a lieu dans les années 20 ou 30, les supporters sont mélangés. Il n'y a pas comme ça de dimension violente. Quand l'une des dernières grandes rencontres, c'est un Benfica-Ajax en 1969, il y a 30 000 supporters hollandais qui sont venus à Colombes, pensant venir, j'imagine, à Paris et se retrouvant à Colombes. Il y avait 30 000 supporters aussi, pour beaucoup issus de l'immigration portugaise, supportant le Benfica qui étaient là. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'éléments comme ça. Donc je pense que le mythe de ce stade, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu on ne l'associe pas à des événements violents. Le dernier point, c'est que c'est un stade qui est encore debout. Il existe encore, on peut encore le voir. Les travaux qui ont été réalisés par le département des Hauts-de-Seine ont profondément modifié le complexe sportif. Par contre, la tribune d'honneur, qui avait été un peu refaite par le Racing à la fin des années 70, existe encore. Les couleurs d'origine ont été retrouvées. L'armature métallique que j'évoquais pour la toiture est encore présente. Donc, un petit peu comme l'était le Stade Bauer il y a quelques années, pour quelqu'un qui est intéressé par la question des stades, finalement, on pouvait retrouver un petit peu des stades d'antan. J'ai en tête un article anglais, ça doit être le Télégraphe en 2007, qui avait écrit sur Colombes et qui disait c'est a stadium with the nerve of déjà vu. Et ça le résume très bien. Ce stade nous rappelle quelque chose, quand bien même on est né après ces derniers grands usages. Merci pour toute transition sur Sébastien. Alors Sébastien, moi ma première question c'est de dire comment on devient ultra ? On devient ultra tout simplement en voulant soutenir de la meilleure des manières son club. Car tout simplement, ce qui est la particularité des ultras, comme je l'ai expliqué, c'est d'être les chefs d'orchestre de l'ambiance. Et donc, il faut savoir que tout est planifié, tout est organisé. Ils ne vont pas juste au stade avec un mégaphone. Hein. Il y a une division des tâches. On a véritablement quelqu'un qui est avec plusieurs personnes avec les tambours, qui savent battre. Ils ont des tambours particuliers en plus, un mégaphone ou un système de sono. Ensuite, on a les gens les plus impliqués, le bureau qui est autour de cette nacelle, justement. Et ensuite, on a les membres plus ou moins actifs, et puis les sympathisants et les autres supporters. Et donc, être ultra, c'est tout simplement une question d'âge, souvent, bien que.
le stade, un miroir déformant de nos sociétés. En Italie, aujourd'hui, on a des ultras qui ont 50, 55 ans, parce qu'au pays de Berlusconi, qui nous a quittés malheureusement, au pays de Berlusconi, on veut rester jeune pour toujours. On le voyait avec Berlusconi, qui a dû passer, je crois, par quelques opérations de chirurgie, je pense, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, en Italie, on est un ragazzo. Moi, j'aime aller en Italie parce que quand je rentre dans un magasin, on me demande « Ciao ragazzo, cosa vuoi ?» Et donc, j'ai toujours l'impression d'être jeune. Et donc, être ultra, c'est ça, c'est aussi vouloir rester jeune. Auparavant, être ultra, et Christian l'a bien vu au début de ses travaux, il a travaillé sur des gens qui avaient entre 17, 22, 23 ans au maximum. Aujourd'hui, il a parlé tout à l'heure de la vieille garde. Voilà, on a des gens de la vieille garde, alors à Marseille qui sont à part et qui sont moins actifs, mais on a des gens qui font partie de la vieille garde d'un groupe et qui sont toujours très actifs à 55, même 60 ans. Il faut savoir que le Barone est le leader mythique des ultras de l'AC Milan et ultra depuis la fin des années 1960. Et je l'ai interviewé, c'est quelqu'un d'incroyable, et il a un dentier. Donc il a bien évidemment un certain âge, vous pouvez imaginer, mais il est toujours en première ligne. Donc voilà, être ultra, c'est vouloir soutenir son club de la meilleure des manières et vouloir rester jeune. Est-ce que être ultra, ça peut signifier une véritable ascension ou une espèce de déambulation par l'âge de sa passion d'un club? Ça veut dire que est-ce que ultra, on change de place ou on change jamais de place? Alors c'est aussi une très bonne question, ça dépend. Tout simplement, il y a différentes trajectoires chez les ultras. Il faut savoir que la trajectoire classique, elle est dans l'âge de la jeunesse. C'est-à-dire on va au stade avec ses parents, son oncle, sa tante, et ensuite on va avec ses amis, donc le groupe de jeunes du même âge, et ensuite on devient partie prenante. Souvent, généralement, avec les premières responsabilités familiales, on prend du recul. Cependant, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, tout le monde veut être jeune, pas uniquement Berlusconi, qui le faisait à merveille avec des jeunes femmes de 17 ans, qui était soi-disant la nièce du président égyptien, pour rappel. Cependant, plus sérieusement, voilà, tout le monde veut rester jeune, et pas uniquement en Italie, mais partout. Et donc, on voit de plus en plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être jeune? Et c'est une véritable question, parce qu'être jeune auparavant, et on le sait, les ultras, ils sont nés entre 1967 et 1971 avec l'apparition des adolescents. Les teenagers n'existaient pas avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est venu des États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Italie à la fin des années 50, et voilà. Donc c'est quelque chose, être ultra, c'est aussi être jeune. Aujourd'hui, justement, on ne sait plus définir qu'est-ce que ça veut dire être jeune. On fait des études jusqu'à 30 ans, on est tanguy, on reste chez les parents jusqu'à 35, voire 40 ans, on en profite pour revenir avec le Covid, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment assez particulier car les trajectoires sont devenues différentes et je vois de plus en plus d'ultras qui ont des enfants qui viennent justement, on dit de mère en fille, de père en fils, et véritablement je vois deux générations aller au stade ensemble et j'ai même vu, alors ça c'était assez extraordinaire, 3 générations dans la même tribune chez les ultras. Pour un public non averti, quand on pense aux ultras, il y a une chose qui vient en tête, c'est la part de violence. Quel est d'après toi, c'est le rapport que tu as ou que tu as eu avec la violence? Alors tout simplement, et là je vais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Michael, parce que je ne connais pas, malheureusement, je n'ai pas travaillé sur le stade de Colombes et sur les incidents, mais je suis persuadé qu'il y a dû avoir quelque chose, car tout simplement dans mes recherches, alors je parlais d'Italie par exemple, parce que c'est vrai, c'est mon domaine, le premier championnat c'est 1898, il y a 400 spectateurs pour cette journée de championnat avec 3 matchs, 2 demi-finales, 1 finale. Jusqu'à 1910, on a très peu de spectateurs dans les stades italiens. Le premier acte de violence, c'est 1905. Des aristocrates qui envahissent le terrain pour frapper l'arbitre, qui a bien évidemment donné un penalty à la Juve, comme par hasard. Et donc, ils vont lui casser la figure parce qu'ils ont perdu des grandes sommes d'argent. 1916, Pisa-Livorno, on tire au pistolet. 1920, on a le premier mort en Italie, à Viareggio, pour un match de 3e division, qui va donner lieu à des émeutes dans la ville. Il faut envoyer l'armée, car tout simplement, on a perdu le contrôle de la ville. La violence a toujours accompagné le football. Même sous le fascisme, on a des actes de violence. Donc, violence et football, c'est un couple vieux comme le monde. Ou vieux comme le football, plutôt, permettez-moi. Cependant, la différence avec les ultras, alors il faut savoir que les ultras, ils vont s'inspirer de 2 choses. Des militants politiques et des supporters et hooligans anglais, ils vont en faire une synthèse pour donner corps à une nouvelle forme de supporterisme. Et là, avec les hooligans anglais, pour la première fois, on a des gens qui vont se battre avant le match. Pourquoi? Mais tout simplement, on a des jeunes, on a envie de montrer qu'on est plus fort que les autres, et donc il y a une compétition. Alors chez les hooligans, elle est centrale, car l'unique chose qu'ils peuvent faire, c'est se confronter à un
autre groupe de hooligans, ou prendre la tribune, taking the end, comme il disait dans les années 1980. Les ultras ont récupéré l'idée de la violence et donc elle en fait partie. Cependant, ils en parlent beaucoup, mais je dis, cependant, elle fait à peine 1% de leurs actes. Il y a peu de violence, il y a beaucoup de violence symbolique. Et finalement, quel est le rapport à la violence? Alors moi-même, en étant ultra, il faut savoir, on fait partie d'un groupe, on fait partie, c'est des jeunes, alors bien évidemment, on a envie de se confronter. Il y a beaucoup de dimensions symboliques dans cette violence. C'est des banderoles, c'est ritualisé. Je vais vous épargner les chants marseillais contre Paris. On n'a pas besoin d'en passer par là. On va juste penser et remercier le Borussia Dortmund. Cependant, tout ça pour vous dire qu'une petite pique ne fait pas de mal. Ça fait partie de la culture ultra, justement. Il faut savoir que Marseille a été en fête pour cette victoire du Borussia. Et ça, c'est intéressant parce que justement, les ultras ont donné une dimension carnavalesque, le fait de se moquer justement de l'adversaire. On a vu notamment quand, je vais me permettre, quand justement le PSG avait été éliminé par le Barça, avait perdu. Alors ça, c'était un autre match, c'était dans les années 90. Les supporters marseillais, contre Arsenal, les supporters marseillais avaient amené des canons au stade Vélodrome pour remercier Arsenal. Quand le Barça a éliminé le PSG, la même chose. Donc il y a véritablement une dimension carnavalesque. Voilà, donc la violence, elle fait partie des pratiques ultra, mais elle n'est pas centrale. Elle est centrale dans leur discours, mais on a affaire à une culture jeune, bien évidemment. Pour revenir un peu directement à notre propos, est-ce qu'en tant qu'ultra, y a-t-il des stades hostiles? Ou y a-t-il des stades qui se prêtent à une chorégraphie, à une dimension théâtrale, etc.? Alors oui, il y a des stades, il faut savoir. Alors là, par contre, je vais parler pas en tant que chercheur, mais en tant que militant. Le plus beau déplacement de l'année, c'était d'aller... Enfin, il y en avait deux. Il y avait le Parc des Princes et Furiani. Pourquoi? Le Parc des Princes, n'importe quel supporter marseillais qui est un petit peu quand même, on va dire, honnête, c'est un des plus beaux stades en France. C'est une caisse de résonance, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, mon premier PSG-OM, c'est la demi-finale de Coupe de France que l'on perd 2-0. Il y a 5000 supporters marseillais et c'était véritablement extraordinaire. Et en plus, il y a la peur. On arrive sur le périphérique. Les gentils supporters de Boulogne avaient eu la bonne idée de jeter une machine à laver sur un des bus marseillais, c'est pas une blague, sur le périphérique. Donc on arrive au stade, vous pouvez imaginer la tension qui règne. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que c'est quand même un monument. Arriver devant le Parc des Princes de Roland-Garros pour les supporters marseillais, les supporters adverses, c'était quelque chose qui était quand même parfois effrayant. Parfois, au contraire, on jouait là-dessus. Et rentrer dans ce stade, je dois dire, c'est un stade qui m'a toujours émerveillé. En plus, voilà, c'est une véritable caisse de résonance. Ensuite, un autre stade qui n'a rien à voir, c'est le stade de Furiani. Pourquoi? Parce que Furiani, tout simplement, déjà, il y a cette catastrophe, cette tragédie. C'était un Bastia-Marseille, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc, en 1992, juste avant le match Bastia-Marseille, la tribune qui s'effondre. Et il y a ce monument, donc retourner là-bas. Donc la première fois, nous y retournons, c'est en 96-97. On n'a pas pu rentrer au stade car les autorités ne voulaient pas de supporters marseillais. C'était intéressant. Avant la répression, il y avait déjà des interdictions de déplacement. Et donc on avait juste pu mettre une gerbe devant le monument aux victimes de Furiani. Et par la suite, nous avons pu rentrer dans le stade des années successives. Et c'était quand même un stade assez extraordinaire. Le public corse est... Alors, c'est une particularité, ça peut paraître un cliché, mais non, il y a vraiment un public très chaud. Et pas uniquement derrière les buts avec les ultras de la tribune Petragne, mais également en présidentielle. Je me souviens, on avait toujours un public très hostile. Et pour un ultra, c'est plus agréable d'aller à Furiani que d'aller, pardonnez-moi pour les supporters déviants, justement à Annecy, où on est accueilli de manière plus amicale. Sébastien, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de ce processus depuis une quinzaine d'années de judiciarisation de l'espace stade en tant qu'ultra? Comment tu perçois cette judiciarisation de cet espace clos, de cet espace qui est à la fois privé et public? Alors là, je vais parler en tant que chercheur. Pardon, je change de casquette, voilà, quand ça m'arrange. Tout simplement, et je le dis dans mon livre, le stade, c'est un laboratoire de la répression. Pourquoi?
On a un public parfait, on a des supporters qui sont bien évidemment des abrutis et des alcooliques. Et en plus, ils sont violents. Donc on a cette image qui a été forgée depuis longtemps par les médias. Cependant, cela a changé. Il faut savoir que les médias français ont une approche beaucoup plus fine aujourd'hui de la question du supporterisme radical. Cependant, longtemps, a dominé l'ignorance sur ces publics. On voyait juste une masse informe, inculte, idiote. Et donc, on en a profité pour faire des lois. La première, pas loin d'ici, suite à un match PSG-Caen, vous vous en souvenez, au Parc des Princes, avec des violences assez incroyables, en août 1993. On a des CRS qui ont bu, qui provoquent les supporters de la Tribune Boulogne, qui n'ont pas besoin d'être provoqués très longtemps, qui réagissent, et on a des incidents très graves. On a un CRS qui a été blessé, et par la suite, on a la première loi, la loi Alliot-Marie. Donc pour la première fois, on a un cadre judiciaire qui permet d'interdire des supporters de stade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette loi a été retouchée à plusieurs reprises et aujourd'hui, on a 3 types d'interdictions de stade qui existent en France. On a des interdictions administratives de stade, des interdictions commerciales et des interdictions, la troisième m'échappe, les interdictions de stade classiques. Et donc en fait, l'idée c'est tout simplement, on a un public qui est dangereux. Attention, le public n'est pas forcément dangereux, mais on va l'utiliser pour des nouvelles techniques. On l'a vu là avec les JO, on a une nouvelle loi, la loi JO 2024, avec l'usage de drones, etc., la reconnaissance faciale. Il faut savoir, par exemple, que le FC Metz avait été un des premiers stades qui avait testé cette reconnaissance faciale. Alors, ils l'ont longtemps nié. Cependant, les dirigeants d'une entreprise qui travaillait avec le FC Metz avaient dit, effectivement, il y a eu un match Metz-Rennes où on avait tenté un logiciel. Aujourd'hui, aller au stade, c'est bien plus risqué s'il y a une petite bagarre que d'aller en discothèque ou dans n'importe quel espace public. Voilà, il y a véritablement des risques. Je parlais de l'Italie. En Italie, la première loi d'interdiction de stade, c'est 1989. Depuis, on a eu 10 textes de loi. On peut être interdit de stade jusqu'à 10 ans. Le stade est véritablement un lieu parfait parce qu'on a des cobayes. En Italie, on a le DASPO. Le DASPO, c'est l'interdiction de stade. Et ce DASPO, il est devenu un DASPO urbain. C'est-à-dire qu'en Italie, après, pas besoin d'aller à un match de foot. Je vais vous donner un exemple réel qui est arrivé à Udine, dans le Frioul, très belle ville. Il y avait la fête, une sagra, une fête populaire. Et donc, il y a 2 personnes qui en sont venues aux mains. Une des 2 a été interdite de stade, alors que la personne n'est même pas un supporter d'Udine. Elle est interdite de quartier. En Italie, on a le DASPO urbano, donc le DASPO, l'interdiction de stade, divieto di accesso nelle impianti sportivi, qui est devenu un DASPO urbano. On peut être interdit de quartier. Et donc, une des premières personne qui était touchée par cette mesure, c'est une Rome qui faisait la manche dans le métro à Milan, qui a été interdit de se rendre dans le métro à Milan. Voilà. Donc le stade est véritablement devenu un laboratoire des politiques, surtout dans une société après le 11 septembre 2001, où justement on restreint de plus en plus les libertés publiques. Et j'ai peur de cela, on le sait en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on saisit les passeports des supporters violents avant les compétitions. Il faut savoir qu'à Marseille, lors de l'Euro 2016 et ces fameux incidents très graves entre hooligans russes et supporters anglais, on n'avait pas de hooligans russes, on avait des supporters anglais, car la plupart des hooligans, à la veille des compétitions, doivent rendre leur passeport, ou des gens qui ont été inquiétés pour des faits de violence dans les stades. Enfin, ma dernière question, Sébastien, ça fait depuis une quinzaine d'années que tu travailles sur les mouvements ultra dans le bassin méditerranéen. Quelle est la spécificité ou quelle est la singularité de ce mouvement ultra en Afrique du Nord, et je pense notamment en Tunisie ? Merci pour cette question. En fait, la singularité, c'est tout simplement, on a un mouvement ultra qui est dans des stades qui ne sont pas gentrifiés. Alors, à l'exception de l'Algérie qui vient de construire une série de stades assez impressionnants et très modernes, il faut savoir que la plupart des stades, alors ça va être le cas au Maroc, à l'heure actuelle, ils ont rasé malheureusement le stade à Rabat, le complexe Mohamed V. Et donc, on est en train de refaire les stades en vue de la Coupe du Monde, car le Maroc va être un des co-organisateurs de la Coupe du Monde 2030. Mais on a encore des stades de la vieille école. Et donc, dans ces stades, on a une ambiance assez extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, alors le derby de Casablanca, c'est un classique, mais on a quasiment tout le stade qui participe. On n'a pas que les ultras, mais on a également les tribunes latérales. Et en plus, on a énormément de femmes, contrairement aux clichés, justement. Alors, ça dépend des pays, mais par exemple, au Maroc, on a énormément de femmes qui vont au stade. C'est également le cas en Tunisie. On a, on va dire, quelque chose, on est dans des stades qui ne sont pas encore modernisés, standardisés. On a encore un public qui peut acheter son billet le jour du match. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. La plupart des gens achètent leurs tickets sur Internet. Les tickets sont dématérialisés. Donc on a une expérience du football qui, selon moi, est plus authentique. Et on a des ultras qui sont des caisses de résonance. Je l'ai montré avec cette image sur la question palestinienne, qui sont des caisses de résonance, bien évidemment,
de nos sociétés, enfin de ces sociétés, pardonnez-moi. À l'heure actuelle, justement, à Göteborg, au Musée de la Culture du Monde, on fait une exposition à laquelle je participe qui s'appelle Ultra Football et politique en Méditerranée, et on montre clairement le rôle des ultra-tunisiens qui ont participé à la révolution, des ultra-égyptiens qui étaient à la place Tahrir, qui ont défendu les manifestants. C'est également le cas en Algérie où une partie des supporters et des ultras ont pris part à la contestation du Irak. Au Maroc, le mouvement du 25 février donc, a vu également quelques groupes ultras participer. La même chose en Israël et Palestine. Hein, voilà. Donc en fait, dans tout le bassin méditerranéen, je pourrais conclure avec la Turquie. Alors là, c'est pas des ultras, c'est des supporters radicaux. Mais on a su, lors de la contestation contre Erdogan au parc Gezi, où on a vu justement les supporters des 3 grands clubs stambouliotes faire Istanbul United pour protester et défendre le parc Gezi. Donc en fait, l'organisation... Surtout Beşiktaş, parce qu'on était dans le quartier, bien évidemment. Alors tu as raison, Christian, parce qu'on était dans le quartier de Beşiktaş, donc les Chelsea étaient très présents, mais on avait également les Ultra Aslan et les supporters de Fenerbahçe, notamment un petit groupe qui s'appelle Fenerbahçe, pour Che Guevara, qui était également présent. Donc voilà, c'est en fait le stade est encore un lieu démocratique, un lieu populaire, et c'est un lieu, justement, vous l'avez très bien dit, où les classes sociales se retrouvent, et on a cette jeunesse, contrairement à ce qu'on peut croire, souvent chez les ultras, et je le note, on n'a pas du tout uniquement des gens des classes populaires, on a plutôt affaire à des gens des classes moyennes aujourd'hui, et des classes moyennes plutôt éduquées, qui ont été à l'université, qui sont finalement pas si représentatifs de la jeunesse, ou qui sont représentatifs des évolutions de la jeunesse. Écoutez, merci beaucoup, et puis j'espère qu'une chose, aller au stade.